Récessions économiques peuvent avoir de lourds impacts sur la santé mentale de la population et c'est ce que souligne Deloitte Canada dans un rapport qui a été publié aujourd'hui. Alors, comment les entreprises et les gouvernements peuvent-ils se préparer pour affronter cet enjeu? J'en discute avec l'auteur du rapport, Mathieu Laberge, qui est directeur principal service conseil en économie chez Deloitte Canada. Bonjour, M. Laberge. Bonjour. Premièrement, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y aura des conséquences néfastes, des effets psychologiques sur les gens avec cette pandémie. Absolument. La combinaison de l'isolation de ce printemps avec la récession actuelle va avoir des impacts qui pourraient être importants, il ne faut pas se le cacher. On parle ici de jusqu'à 3 de plus de visites, trois fois plus de visites, pardon, chez un professionnel de la santé mentale, 20 plus de prescriptions d'antidépresseurs. On parle ici d'un demi-million à la grandeur du pays, plus de prescriptions d'antidépresseurs. C'est significatif. Oui, donc plus de visites chez les psychologues. Alors, on pourrait dire donc une détresse psychologique qui est plus importante. Qu'est-ce qui ressort également aussi de votre rapport? Bien, ce qu'on note aussi, c'est que le groupe qui est le plus vulnérable à ces effets-là, les impacts humains de la COVID-19, c'est les femmes, et particulièrement les mères monoparentales. Pourquoi plus les mères monoparentales? Parce qu'elles travaillent davantage dans les services, notamment? Bien, en fait, oui, il y a une combinaison de facteurs. Un de ceux-là, c'est la composition des pertes d'emploi qui est concentrée dans l'industrie des services, donc qui touche vastement plus de femmes, par exemple, quand on compare à 2008-2009. Il y a le fait que les mères monoparentales ont un taux d'incidence du bas revenu qui est plus élevé que l'ensemble de la population, et c'est le deuxième groupe après les personnes âgées qui a le plus haut taux d'incidence. Et il y a aussi le fait que les femmes, en général, dans les sondages de Statistique Canada, rapportent en général, en proportion, plus de conditions de santé mentale que les hommes, mais aussi que leurs besoins sont moins bien rencontrés. Est-ce qu'on pourrait dire que la pandémie fragilise encore davantage des groupes qui étaient déjà fragilisés? Absolument. C'est exactement ce qui ressort de notre rapport. Les gens qui étaient dans une situation vulnérable avant la pandémie se retrouvent dans une situation qui l'est encore plus maintenant. Ouais. Quel genre de répercussions on peut s'attendre à avoir lorsqu'une population n'est pas en bonne santé mentale? Est-ce qu'on prévoit donc une baisse? On l'a vu, donc il y a des effets évidemment donc humains, une détresse psychologique. Est-ce qu'on peut voir aussi donc une baisse de l'activité économique? Oui, absolument. Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est aussi que les impacts humains, ça dépasse la question de la santé mentale. Hein. Pourquoi on s'est concentré sur la santé mentale, c'est que les données sont disponibles présentement, mais ça peut avoir aussi des impacts sur les résultats scolaires, sur la persévérance scolaire, sur les crimes, l'abus de substances également. Et quand on regarde ça, l'impact pour l'économie, il est multiple. Pensez à l'étudiant postsecondaire qui décide de ne pas retourner à l'université au cégep, bien, cette décision-là va le suivre pour la vie, puis va avoir un impact sur sa capacité à réaliser son plein potentiel comme travailleur, par exemple. Quand on parle des conditions de santé mentale, bien, il y a un impact sur la productivité, il y a un impact sur les heures travaillées, mais il y a aussi à la base un impact qui est humain. Ce n'est pas une situation dans laquelle c'est facile d'évoluer. Les gens qui étaient déjà vulnérables s'en retrouvent encore plus affaiblis. Et on peut apprendre d'autres crises, celles notamment, on s'en rappelle tous, des incendies à Fort McMurray. Quel genre d'impact on avait vu là-bas? Absolument. Et nos scénarios sont essentiellement basés sur ce qu'on avait vu à Fort McMurray. Et je pense que ce qui est très troublant qui ressort de l'étude, c'est que Fort McMurray, 4 ans après, hein, c'était en 2016, on est 4 ans plus tard, et non seulement les niveaux de besoins de santé mentale ne sont pas revenus à la normale, mais ils montrent aucun signe de normalisation. Ils sont encore aussi élevés que quelques semaines après le Même désastre. 4 ans après, il n'y a pas eu nécessairement d'amélioration. C'est ce que vous avez vu? Absolument. C'est ce qui ressort des données pour les diagnostics de santé mentale puis les prescriptions. Quand on regarde aussi les récessions passées, l'incidence de chômage de long terme, donc plus d'1 an, prend jusqu'à 5 ans à se normaliser ou à commencer à se normaliser après la fin d'une récession. Alors, ces impacts humains-là, ils sont avec nous. Ils vont arriver, ils sont avec nous pour longtemps. Et l'autre crise financière, parce qu'on s'en rappelle tous également, donc la crise financière de 2008, on avait remarqué le même genre d'impact également? Absolument. C'est ce qu'on remarque dans le cas des récessions, des crises financières, mais ce qui est particulièrement important cette fois-ci, c'est qu'il y a aussi une combinaison d'événements désastreux ou de désastres naturels où il y a eu une isolation. Dans le cas de Fort McMurray, c'est une évacuation. Dans notre cas, c'est une isolation, mais ça aussi, ça a un impact en plus de la récession.
Bon, on va regarder maintenant vers l'avenir. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire donc, pour prévenir les dommages humains de cette crise-là? Bien, je pense que c'est le message d'espoir du rapport. On s'est fait servir un bon plat de citron, là, mais essayons d'en transformer au moins une partie en citronnade. Je pense que si la pandémie nous a surpris, si la récession nous a déstabilisés, il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas venir la crise des impacts humains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, pour les gouvernements, ça veut dire maximiser l'utilisation des réseaux qui sont déjà en place, comme les garderies puis les écoles, pour identifier les personnes qui ont besoin de support. Moi, je dis toujours, quand on a accès à un enfant, on a accès à un parent, puis à tout l'écosystème familial, à tous les gens qui l'entourent, il faut être capable d'identifier ceux qui ont besoin de support et ensuite de les référer vers les ressources appropriées, que ce soit dans le secteur public, il y en a, dans le secteur privé, parfois il y en a même qui sont à but non lucratif, à très bas coût. Et ces fournisseurs de services, je pense que ce que ça nous a démontré, c'est qu'il y a une opportunité pour migrer une partie des services sur des plateformes qui sont digitales et donc absorber ce volume supplémentaire-là de besoins. Oui, donc davantage d'innovation, peut-être en 20 secondes aussi. Donc, des services publics également qui seront forts pour affronter finalement cette crise-là, là, en 20 secondes. Bien, absolument, qui seront forts, qui seront affrontés. Et aussi, très rapidement, pour les employeurs, d'ouvrir le dialogue avec leurs employés sur la flexibilité et le niveau de support dont ils ont besoin pour pouvoir se réintégrer en emploi, participer à la vie économique. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Laberge, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne soirée.